Je vous Merci, remercie. monsieur le député. Madame Rabault, vous avez la parole pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président Chassaigne, votre proposition de résolution pose, si je devais les résumer, 3 questions. Celle de l'article 40, de la place de l'article 40 de la Constitution dans nos débats budgétaires, celle de l'exécution et du contrôle du gouvernement, et, liée plutôt à l'article 40, l'évaluation. Alors, je vais commencer par l'article 40. Il est exact, vous l'avez rappelé, que les parlementaires sont assez bridés en matière d'initiative pour pouvoir réformer ou faire des propositions en matière d'organisation de la fonction publique, de l'action publique, puisque la Constitution, par son article 40, leur interdit d'augmenter les charges de l'État, même si par ailleurs, il propose à un autre endroit une diminution équivalente des charges de l'État. C'est-à-dire que supposons que les parlementaires veuillent augmenter les dépenses pour l'éducation nationale et baisser celles d'un autre ministère que je ne citerai pas parce que je ne citerai pas, la Constitution leur interdit de le faire. Et effectivement, quand on dit les choses ainsi, on se rend compte que le Parlement a très peu de pouvoir en matière de loi de finances. Il est obligé de voter, je ne dirais pas de manière contrainte, mais un peu quand même, les propositions en termes de dépenses publiques qui sont formulées par le gouvernement. Néanmoins, il faut quand même trouver un équilibre, parce que l'article 40 constitue dans le fond une forme de bouclier qui évite que des dépenses soient engagées ici, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et qu'elles ne puissent pas être supportables au regard des recettes dont dispose l'État. Donc moi, je crois que sur l'article 40, il faut qu'on arrive à trouver une forme d'équilibre qui permette à l'initiative parlementaire de s'exprimer un peu plus, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, notamment lors d'examen des amendements, la possibilité de juger recevables des amendements qui auraient un faible impact sur la dépense publique, ce qui permettrait dans de très nombreux cas de résoudre des situations pour lesquelles nos collègues parlementaires proposent des solutions, et ces solutions ne peuvent même pas être examinées dans notre hémicycle, tout simplement parce que l'amendement en question est jugé irrecevable au titre de l'article 40. Donc nous pourrions tous ensemble définir un seuil en deçà duquel les dépenses supplémentaires qui résulteraient d'un amendement proposé par un collègue parlementaire cet amendement pourrait être examiné pourvu que les dépenses supplémentaires soient en dessous d'un certain seuil que nous pourrions définir. Ça, c'est sur l'article 40. Mais pour parvenir à cette solution, encore faut-il que nous soyons en mesure de faire des évaluations, c'est-à-dire des évaluations d'à la fois ce que propose le gouvernement dans les projets de loi de finances et des amendements que les uns et les autres nous déposons ici, soit en commission, soit dans l'hémicycle. Alors sur cette question de l'évaluation, lorsque j'étais rapporteur du budget, j'avais une philosophie très claire. Un amendement pas évalué est un amendement auquel j'avais du mal à donner un avis favorable. Tout simplement parce que je crois que la responsabilité de chacun suppose qu'on puisse, lorsqu'on fait une proposition, surtout lorsqu'il s'agit des lois de finances, il faut qu'on puisse être en mesure de les évaluer. Mais là où vous avez raison, Monsieur le Président Chassaigne, c'est qu'il y a une inégalité frappante entre le rapporteur général ici présent qui, grâce à la loi organique aux lois de finances de 2001, votée sous le gouvernement Jospin, dispose de tous les pouvoirs à Bercy, aucun secret fiscal ne lui est opposable, et nous, parlementaires, qui ne sommes ni président de la commission des finances, ni rapporteur général, et qui n'avons aucune facilité pour pouvoir mener des évaluations. Et comment procède-t-on aujourd'hui? Soit on les fait soi-même, dans son petit fichier Excel, soit on a des amis ou des connaissances qui sont soit font de l'économie, soit dans les ministères et qui nous donnent quelques tuyaux, soit on arrive un peu dépourvu ici dans l'hémicycle avec des amendements qui ne sont pas évalués. Ça ne peut pas continuer. Et c'est pour ça que je remercie l'initiative qui a été prise par Amélie de Montchalin, la whip du groupe En Marche et l'ensemble des députés, de dire qu'il faut demander
et M. Guérini, et oui, Barrot et Guérini aussi, avec qui nous en avions parlé, de demander un office d'évaluation parlementaire. Puisque j'ai le micro, je vais profiter pour dire ce que je pense de cet office d'évaluation parlementaire. Il faut qu'ils soient en capacité de mener du chiffrage macroéconomique. C'est-à-dire qu'on est capable, lorsqu'on vote une mesure, de dire, supposons qu'on fasse une mesure qui consiste à baisser la TVA, je prends un exemple au hasard, on est capable de faire une règle de 3 pour dire à peu près ce qui va manquer dans les caisses de l'État. En revanche, ce qu'il est impératif de dire, c'est si oui ou non ça a un impact sur l'économie. Il y a eu à l'Assemblée nationale, il y a 15 ans, un débat sur la baisse de la TVA dans la restauration. On voit tout de suite le manque à recevoir dans les caisses de l'État, mais quel est l'impact? Est-ce que ça a créé de l'emploi? Est-ce que ça a créé de l'activité économique? Est-ce que ça a renforcé l'activité économique? Ces questions-là, elles sont essentielles. De même, lorsque le gouvernement dit « je supprime » ou « je veux supprimer 120 000 fonctionnaires », ça a un impact négatif sur la croissance économique. C'est le fameux modèle mésange du ministère de l'économie et des finances qui est capable de faire cette analyse, de dire quel est l'impact sur la macroéconomie. Et ces données-là, aujourd'hui, ne sont absolument pas à la disposition du Parlement. Donc, la cellule que nous appelons de nos voeux de chiffrage, il faut au moins qu'elle remplisse 2 conditions. La première, c'est qu'elle puisse être utilisée par l'opposition, qui est le plus dépourvue en matière d'évaluation. Et la seconde, mais c'était d'ailleurs mentionné, Madame Montchalin, je le reconnais bien volontiers. Et la deuxième condition, c'est qu'elle puisse disposer de cette capacité à activer des modèles macroéconomiques. Pour moi, je ne vois qu'une seule, je suis peut-être un peu sévère, mais tant pis, je ne vois que les administrateurs INSEE qui sont capables de remplir ces 2 conditions. Donc il pourrait y avoir un moyen de mise à disposition, je sais que M. Barrot, on en a longuement discuté lors de l'audition, qui pourrait être envisagé, mais en tout cas, cette question de l'évaluation est indispensable. Le 3e point de votre proposition de résolution, M. le Président Chassaigne, c'est le contrôle. Dans le fond, à quoi sert un contrôle? Soit il sert à faire un diagnostic et à dire telle mesure fonctionne, telle autre ne fonctionne pas. Dans ce cas, on écrit tous ensemble un rapport, on constate le dysfonctionnement, mais après, que se passe-t-il? C'est bien là la question. Alors j'ai entendu que notre collègue de La République En Marche dit dans la réforme constitutionnelle, il va y avoir des avancées là-dessus. Oui et non. Oui et non. Effectivement, l'idée que le contrôle du Parlement doit être renforcé y figure. Mais ce qu'il faudrait, c'est aller plus loin, c'est traduire cette volonté en action. C'est-à-dire que, supposons que les uns et les autres, dans la loi de règlement, je serais amené à évoquer un certain nombre de ce que je considère comme du dysfonctionnement sur la justice. Bon. Est-ce qu'on va s'en saisir pour dire il faut qu'on le change immédiatement? Là-dessus, le mode d'emploi n'est pas donné, la suite de l'histoire n'est aujourd'hui pas proposée pour que ce contrôle se traduise en changement opérationnel sur la loi. Ça n'y figure pas aujourd'hui. Or, dans les lois de finances, l'agenda est toujours à la main du gouvernement. La prise d'initiative parlementaire sur cette question est extrêmement ténue. Je vais prendre un exemple très concret. La loi de 2005 sur le handicap a voté la création d'un fonds. C'était en 2005. Le décret pour la création de ce fonds n'est toujours pas signé. Alors, ce n'est pas vous, hein, c'était les gouvernements précédents. Donc là-dessus, je n'accuse personne. Les associations ont saisi le Conseil d'État. Qu'a fait le Conseil d'État? Il a condamné l'État à 100 € par jour d'amende. Bon, 100 € par jour pour l'État, même en déficit, ce n'est pas grand-chose. Du coup, ce décret pour les personnes handicapées n'est toujours pas signé, alors qu'il est dans la loi de 2005. Qu'avons-nous fait sous la précédente législature? Et je pense que notre collègue Giraud s'en souviendra, puisqu'il était aussi de la partie. Nous avons déposé un amendement dans une loi de finances qui était considéré comme un cavalier. Effectivement, c'était une loi sur le handicap de 2005 avec un fonds qui était prévu, qui n'était toujours pas créé. En toute logique, il aurait dû être refusé, même pas discuté dans l'hémicycle. Bon, il se trouve qu'on peut aussi discuter avec le président de la Commission des finances et de temps en temps faire en sorte que des sujets arrivent dans l'hémicycle. Mais ça, c'est un sujet de contrôle. C'est un sujet de contrôle qui doit donner lieu à une action immédiate. On constate un dysfonctionnement, ce décret n'est pas signé, c'est un décret qui date de la loi de 2005. Là, l'État est condamné par le Conseil d'État et rien ne se fait.
Donc le contrôle ne peut être efficace que c'est qu'il se traduit par une action concrète qui vise à forcer le gouvernement à agir conformément à la loi qui est votée, conformément au jugement du Conseil d'État, et faire en sorte qu'on n'arrête pas, qu'on ne regarde pas les choses se passer sans ne rien faire. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président Chassaigne, que nous voterons votre proposition de résolution. Merci, Madame